J'espère que vous allez bien. Je vous souhaite la bienvenue dans un nouvel épisode de podcast où aujourd'hui je ne suis pas toute seule puisque j'ai le plaisir d'accueillir Andrea. Merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation. Déjà pour commencer, est-ce que tu vas bien? Oui, je vais très bien. Bonjour à tous. Merci à toi de m'avoir invité à participer à ce podcast. Mais je suis très contente d'être ici aujourd'hui. Avec grand plaisir. Avant qu'on commence un peu à aborder le sujet de la personnalité, de comment est-ce que on va avancer, arrêter d'être bloqué, est-ce que tu peux te présenter, nous dire qui tu es, ce que tu fais dans la vie et à quoi ressemble ton quotidien? Ouais, bien sûr. Donc moi, je m'appelle Andrea, j'ai bientôt 32 ans. Aujourd'hui, je suis coach de vie à mon compte et aussi premièrement psychologue. C'est-à-dire que j'ai eu le diplôme de psychologue clinicienne en 2018 et par la suite, j'ai eu envie de moderniser un peu ma manière de travailler. Donc je me suis intéressée au coaching et j'ai passé la certification pour me mettre à mon compte en fait en tant que coach et finalement allier un peu mes deux casquettes dans mes accompagnements. À un moment Oui. donné, tu as eu un déclic pour te lancer, justement. Est-ce qu'il y a eu une époque charnière où tu t'es dit, là, j'ai besoin de quelque chose de nouveau ou pas du tout? Ouais, tout à fait. Pour faire grosso modo le tableau, quand j'ai été diplômée psychoclinicienne à l'époque, ça a été très dur pour moi de trouver un poste. Je me sentais pas à ce moment-là prête à me mettre à mon compte, comme certains de mes confrères et consoeurs. Du coup, je cherchais un CDI en fait en tant que coach, en tant que psychologue, pardon, autant pour moi. Et à l'époque, c'était très difficile. On nous demandait des années d'expérience que je n'avais pas. Donc petit à petit, je suis rentrée dans une période de dévalorisation où j'ai fini par faire totalement autre chose. Au bout de plus d'un an de recherche, en fait, j'ai fini par faire un travail alimentaire où je me suis finalement un peu et à la fois perdue et à la fois reposée, je pense. Ça a été une époque très charnière où je suis restée dans ce travail, en fait, si tu veux, 4 ans, mais il y a eu 2 années où j'ai vraiment rien fait d'autre que juste vivre ma vie et essayer de dépasser ce que je vivais comme un échec, en fait. Et au milieu de ces 4 ans, j'ai rencontré quelqu'un dans ce travail que je devais former et qui en fait, elle faisait du coaching à côté dans la vie. Et c'est en discutant avec elle en fait que j'ai eu ce déclic. Il y a eu un décès dans ma famille aussi qui m'a un peu fait prendre conscience que oui, la vie peut être très courte et que comme cette personne croyait énormément en moi et en mon projet en fait, je me suis dit bah là, rien que pour elle, faut au moins que j'essaye un jour ou l'autre de vraiment le faire à 100%. Donc, je me suis penchée, tu vois, sur l'idée de passer une certification de coach et puis j'ai été jusqu'au bout. Donc, tous mes congés payés, en fait, de mon salariat passaient dans mes semaines de formation. Et Mhm. puis après, j'ai décidé d'ouvrir mon cabinet en travaillant à côté à temps plein. Et puis, petit à petit, j'ai fini par lâcher pour totalement arrêter et être à mon compte, quoi. Incroyable. J'adore le fait que tu ouvres le jeu à 100%. Parce que c'est vrai que généralement, les gens, quand ils pensent à l'entrepreneuriat, ils se disent que c'est tout beau, tout rose, que c'est du jour au lendemain. Hmm. Et j'aime bien dans ton histoire parce que t'étais pas parti pour ça de base, mais ça a au final Non. été la solution pour ta situation. Et c'est trop cool en fait de voir que t'es pas obligé obligatoirement dès le début vouloir être entrepreneur et être à ton compte. Et au final, la Ouais. vie te pousse un peu, quoi, mine de rien. Mais tout à fait, et c'est surtout qu'à l'époque, je pense que j'avais absolument pas confiance en moi. Et d'ailleurs, tu vois, cette période où je trouvais pas de poste en tant que psychologue, je pense qu'à l'époque, je le voyais comme un échec et j'étais vraiment en mode pourquoi moi j'y arrive pas alors que d'autres y arrivent. Et en fait, je me dis, mais heureusement que ça s'est passé comme ça, parce que la personne que j'étais à l'époque n'était pas réparée, j'avais pas fait de thérapie encore, et finalement, tu vois, je pense que c'était une bonne chose d'être à l'arrêt comme ça. Puis il y a des choses qui s'en sont suivies dans ma vie perso, a fait que j'ai commencé une thérapie. Et c'est finalement aussi ça en parallèle, tu vois, où j'ai été suivie et puis j'ai mis ma vie un petit peu en pause professionnellement parlant, pour prendre le temps de me réparer, de comprendre ce qui n'allait pas chez moi et ensuite finalement réussir à gagner cette confiance pour ouvrir mon projet, aller un peu vers ce que je méritais selon moi. Même si ouais, c'est pas tout beau tout rose effectivement parce que l'entrepreneuriat c'est difficile. Ça demande d'être assez au clair avec soi-même et d'être prête aussi à potentiellement vivre des situations synonymes d'échec en tout cas. Moi, j'appelle pas ça échec, j'appelle ça des axes d'amélioration pour rester dans la motivation. Mais effectivement, c'est pas toujours facile et il faut être préparé à ça, quoi. Tu parlais du fait justement d'être réellement soi-même et d'apprendre à se connaître et de se concentrer aussi sur ce qu'on est. Quelle est ta définition d'être réellement soi-même? Comment est-ce que tu perçois cette notion pour qu'on ait toutes la même base de Hmm. discussion pour tout le temps de ce podcast? Selon moi, être soi-même, c'est déjà arrêter de vivre pour les autres. C'est-à-dire que moi, j'ai vraiment vu la différence déjà avant ma mise à l'arrêt, si tu veux. J'étais vraiment quelqu'un qui était sans cesse tourné vers l'extérieur, vers les autres. C'est-à-dire que déjà, je faisais tout pour que les autres m'aiment, tout pour que les autres s'intéressent à moi, etc. Donc, je n'étais pas moi-même finalement. J'essayais de me calquer sur ce que les gens avaient besoin d'avoir en face d'eux. Et j'attendais aussi beaucoup des solutions venant de l'extérieur. C'est-à-dire que quand ça n'avançait pas comme je voulais ou quand je rencontrais des difficultés, je travaillais pas sur moi finalement et j'essayais de trouver les réponses dans les autres la plupart du temps. Et je pense que déjà, être soi-même, c'est arrêter
d'attendre la validation extérieure, de chercher les réponses à l'extérieur et se connecter vraiment à soi. Poser la question, est-ce que ça, je le fais parce que moi, j'en ai vraiment envie ou est-ce que je le fais pour faire plaisir à un tel ou pour plaire à un autre, etc. Est-ce que le travail que je fais aujourd'hui, je le fais par amour de ce travail, parce que ça me correspond et parce que c'est dans mes valeurs et mes ambitions, ou est-ce que je le fais parce que ce statut me donne une position dans la société, me donne une image, me donne un salaire conséquent, etc. Et ne pas avoir peur potentiellement des fois de lâcher des choses qui sont confortables, mais qui ne nous ressemblent pas en fait finalement, que ce soit des relations ou du matériel. Complètement. Ben, alors là, tu pouvais pas dire cette phrase à une autre personne que moi. Parce que c'est vrai que avant ma vie en France, ben, j'étais relativement confortable dans une relation depuis Hmm. longtemps, un groupe d'amis, euh, un travail en lien avec les études que j'étais en train de Ouais. terminer. Là, j'avais, enfin, ça allait, mais dans le fond, ça n'allait pas. Et c'est vrai Hmm. que quand tu essayes de comprendre réellement ce que toi tu veux, euh, spoiler alerte, ça fait mal. Et c'est un... j'ai trouvé que c'était un processus hyper violent et hyper compliqué parce que tu passes presque, tu vois, en mode survie de, OK, en fait, moi là, j'ai besoin de partir, j'ai besoin de ça. Hmm. Ce n'est plus moi, c'est pas moi, en fait. Est-ce que ça a déjà été moi? Tu vois ce que je veux dire? Ouais, Et c'est exactement ça. quand tu te retrouves face à toi-même, tu vois, c'est un peu compliqué, je trouve. Ben oui, parce qu'en fait, il y a aussi ce côté où quand on n'écoute pas son intuition, parce que généralement, tu vois, toi, sûrement, avant d'avoir ce déclic, tu as déjà eu son intuition qui t'a Oui. parlé plein de fois. Ouais, tu vois. Et en fait, effectivement, quand on l'écoute pas, on accumule des couches, en fait, si tu veux, de déni. Et le jour où toutes ces couches, elles tombent, c'est là que vient la violence, en fait, psychique et émotionnelle. C'est parce qu'on ne s'est pas écouté avant et ça fait un peu trop fort, quoi, quand ça arrive. Donc, ça peut dérouter. Et c'est là aussi, des fois, qu'arrive la dévalorisation. Et d'un coup, en fait, je comprends pas pourquoi j'ai envie d'aller à contre-courant alors que tous les autres poissons de la mare, ils continuent d'aller droit, quoi. Et en plus, tu vois, comme tu disais, quand on est dans une situation confortable comme la tienne à l'époque, il y a ce côté où presque on se culpabilise et on se sent presque ingrat et ingrate de se dire, mais ça ne me convient pas. En fait, ça ne me convient pas. Et donc, ça peut être difficile d'enclencher la marche. Après, en plus, ça dépend de l'entourage. Ça Mm. dépend de l'entourage, ça dépend de comment c'est accueilli, si tu en parles à tes proches, etc. Quelles sont leurs visions de la chose, parce que des fois l'entourage peut aussi faire que bah on n'enclenche jamais ce changement parce que on nous fait un peu aussi culpabiliser en disant mais non, regarde, t'as un super travail, t'as un super mari, tout va bien, t'inquiète, ça va passer. Et en fait, c'est ce genre de moments qui sont censés être des moments clés et qui finalement des fois on laisse un peu passer et donc ça fait qu'on se sent encore un peu moins bien, quoi. Moi, j'ai eu la chance pour le coup d'avoir un... En fait, ça a été 50-50. J'ai eu un Hmm, côté très soutenant et j'ai eu un autre côté très valorisant. Et c'est vrai que quand on est seul comme ça, face à soi-même, et que la vie nous rattrape un peu et qu'on prend un chemin complètement différent, enfin, je vois moi aujourd'hui sur les réseaux sociaux, tout le monde va à Paris, tout le monde a envie d'être à hmm, Paris. Moi, en fait, j'ai fui tout ce que tout le monde voulait un petit peu. Et c'est vrai que à un moment donné, quand tu disais se recentrer sur toi, sur soi et sur comprendre ce qu'on veut, moi, en tout cas, j'ai eu cette sensation, et je l'ai encore, attention, hmm, que je suis vachement influencée par ce que je vais voir et par ce que je vais consommer. Et d'ailleurs, je le vois, hein, parfois, il y a juste un modèle que j'aime pas, de chaussures ou de sac, peu importe, hein, prenez l'exemple que vous voulez. Passer 20 fois que je vais le voir, je fais ah, mais au final, il est peut-être pas si moche que ça, hmm, peut-être que j'aime bien. hmm. Euh, Quel est, au milieu de tout ça, au milieu de tout le contenu, au milieu de tous ces partages, toutes ces opinions, le processus pour réellement se connaître? Parce que moi, j'ai pris une claque, hein. Moi, c'est la vie qui m'a dit Hmm. tu t'arrêtes. Mais je suis convaincue qu'il n'est pas obligé d'aller jusqu'à ce stade-là et qui, si je m'étais penchée plus sur moi et comme tu le disais, sur mon intuition, j'aurais pu me connaître bien avant. Tu vois ce que je veux dire? Oui, je vois tout à fait. Ben, le processus pour mieux se connaître, selon moi, il y a plusieurs points clés. Déjà, c'est effectivement commencer par s'écouter. C'est-à-dire que votre intuition et votre corps vous envoient des signaux à chaque fois que vous allez, entre guillemets, selon vous, en fait, dans la mauvaise direction. Quand on rencontre quelqu'un et qu'on se dit, ouf, il y a quelque chose qui va pas, ou quand on a une opportunité, pardon, professionnelle et que il y a quelque chose qui nous fait hésiter alors que pourtant sur le papier tout va bien. Ou quand on voit effectivement pourquoi pas un sac et des chaussures et que bah on est attiré par cette envie de consommation et pour autant il y a quelque chose qui nous retient en fait. Déjà il y a des intuitions mentales comme ça qui arrivent qu'il faudrait prendre le temps d'écouter pour mieux se connaître, savoir en fait qu'est-ce qui me va, qu'est-ce qui ne va pas. Essayer de voir aussi quand on n'écoute pas cette intuition, quand ça se passe pas bien finalement à la fin, comprendre la leçon de ce côté, ok là je m'étais pas écoutée et finalement à la fin
Ça s'est vraiment passé comme je l'imaginais, donc je garde cette info. Et c'est surtout aussi être à l'écoute de son corps. C'est-à-dire que le corps, des fois, quand le mental ne veut pas le voir, le corps agit, lui. Il vous fait mal. Donc soit on se blesse, soit on a des douleurs. Parfois, c'est des douleurs physiques, vous savez, assez ponctuelles, mais assez localisées. D'un coup, je sais pas pourquoi, j'ai mal à la hanche, j'ai mal à l'épaule droite, j'ai mal au ventre, etc. Et ça dure pas longtemps, ou des fois ça reste dans le temps, mais on prend pas le temps de s'y pencher. Et en fait, chaque douleur physique a aussi sa signification et quelque chose d'émotionnel à gérer. Donc, c'est déjà prendre le temps de s'écouter soi. Et par rapport au jugement des autres, en fait, finalement, comment se connaître soi-même quand on a la projection de la vision de l'autre, en fait, qui nous arrive en pleine figure. C'est déjà de prendre du recul et de se dire que chaque personne vous communique son avis en fonction de sa propre expérience. D'ailleurs, en coaching, on parle de carte du monde, c'est-à-dire que chaque personne a sa propre carte du monde. Donc, il y a autant de cartes du monde qu'il y a de personnes sur Terre. Donc, ça fait beaucoup. Ce qui compte, c'est de ne pas, en fait, accepter qu'on nous projette sa carte du monde. C'est-à-dire, par exemple, quelqu'un qui, quand vous demandez conseil, va vous dire, ah, moi, tu vois, j'aurais pas fait ça. Bah, ça, par exemple, c'est un conseil que je vais avoir tendance à mettre de côté parce que, bah, il n'est pas moi. Cette personne n'est pas moi et je ne suis pas elle. Donc, en fait, je n'ai pas sa vie, je n'ai pas son expérience, je n'ai pas son analyse. Donc, en fait, on peut pas voir les choses de la même manière. Donc, c'est vraiment aussi faire du tri dans ce qu'on vous donne, repérer les conseils qui sont bienveillants, qui peuvent être utiles et qui peuvent vous amener une prise de recul. Et généralement là, ces conseils, c'est ceux qui passent par la question. C'est-à-dire que quand vous vous confiez, c'est des gens qui vont vous dire, mais toi, du coup, qu'est-ce que tu as ressenti? Qu'est-ce que tu en penses? Qu'est-ce que tu vas faire, etc. Généralement, ça, c'est des discussions qui vont vous amener à une réelle introspection et qui vont vous faire avancer. Quand vous allez discuter avec des personnes qui vont souvent être dans le, ah ouais, non, moi, j'aurais pas faire ça, j'aurais pas fait ça, ou tu devrais faire ça, tu devrais lui dire, ça, généralement, c'est des choses qu'il faut pouvoir mettre de côté. Donc, sur l'instant, pour rester connecté à soi, c'est se dire, OK, là, est-ce que, quand ça m'arrive, ce flot de parole, ça me parle? Est-ce que ça me parle? Est-ce que c'est moi ou pas? Si c'est pas moi, je laisse. Merci pour ton analyse. Je peux le dire des fois, merci pour ton conseil, mais j'avoue, moi, je le sens pas comme ça, je le ferai autrement. Et des fois, ça permet aussi à la personne en face de comprendre qu'elle peut ajuster son discours. Ou alors, ça va permettre aussi parfois de faire du tri dans les relations quand les personnes vont vous dire, bah, OK, bah, fais comme tu veux. On peut rien dire de toute façon, etc. Là, c'est que c'est de base, c'est que c'était pas un discours dans la bienveillance, Je quoi. trouve ça hyper intéressant, même tu vois, humainement parlant, de se dire demain, si j'ai quelqu'un qui vient me demander mon avis ou qui vient me demander un conseil, bah, au lieu de lui donner ma carte du monde à moi, je vais plus lui retourner une question. Et Mm, je trouve que, en fait, cette approche est tellement plus humanisante mm. que ça dépasse même là, au-delà du business, mais juste d'humain à humain. Ouais, Je tout trouve à ça fait. hyper intéressant. Bah, c'est surtout que on peut ne pas être d'accord, bien sûr, mais par exemple, si je suis pas d'accord et si je sens que je peux avoir, selon mon point de vue, la solution, je vais essayer de pas la projeter sur la personne en lui disant, bah, ok, je comprends. Même si je suis pas d'accord, par exemple, avec sa réaction, je vais dire, ok, je comprends, mais du coup, toi, comment tu vois la suite des choses? Est-ce que tu penses lui en parler? Qu'est-ce que tu vas faire? Et c'est notamment des choses que j'applique énormément dans mes coachings. C'est-à-dire que même si moi, avec mon expérience ou avec mon recul et mon analyse, ma carte du monde, des fois, je peux avoir l'impression d'avoir la solution ou de comprendre vers où je dois aiguiller la personne. Je ne suis pas elle. Donc, ce que je dis ne peut ne pas lui parler. Donc, je ne peux pas lui imposer, lui transmettre comme ça en séance d'un aplomb. Donc, je questionne toujours avant. Et quand je sens qu'on est un peu sur le même diapason, là, effectivement, je vais avoir tendance à dire, bah, écoute, moi, je pense à ça. Est-ce que ça te parle ou pas? Mais c'est toujours effectivement passer par la question. Est-ce que ça te parle? Est-ce que c'est toi ou est-ce que c'est pas toi d'agir comme ça? C'est incroyable parce qu'au final, quelle que soit la personne que tu vas côtoyer ou quel que soit le réseau social dans lequel tu vas être ou le contenu ou ta famille ou tes amis, tu auras toujours, tu vois, ce jugement, enfin, ou du moins cette perception, cette opinion. Encore une fois, on est des humains, on a le droit d'avoir des Bien opinions. sûr. Oui. Euh, Tu parlais justement de feeling, d'intuition. Est-ce que cette intuition, on l'a tous? Et si oui, est-ce que c'est un muscle qui se travaille? Tu vois, moi, par exemple, je dis souvent, euh, j'arrive à sentir les personnes. Celle-là, je la Mm, sens pas. Celle-là, j'aime bien. Le mm, feeling, il passe. Et c'est vrai que je me suis rarement trompée jusqu'à maintenant. Alors, est-ce que ça mhm. me fera des points un jour? Je ne sais pas. Mais est-ce que c'est quelque chose que j'ai travaillé inconsciemment? Ou est-ce que ça vient de chaque humain, en fait? Moi, selon moi, encore une fois, on a tous et toutes une intuition. Par contre, on choisit ou pas de la cultiver, de la faire fleurir en fait.
C'est vraiment, voilà, si, des fois, c'est pas facile parce que si j'écoute mon intuition, comme tu le disais tout à l'heure, il y a une décision très importante qui en découle. Moi, je vois au cabinet, il y a énormément de personnes qui, des fois, arrivent avec des dilemmes sentimentaux, professionnels, etc., qui impliquent de, si je suis mon intuition, je pose des limites, et donc c'est difficile parce que je dis au revoir à certaines personnes, à certaines choses, etc. Et donc voilà. Donc il y a des personnes qui choisissent naturellement. Sur l'instant, elles ont l'impression que c'est par protection, mais finalement par évitement de ne pas cultiver leur intuition et de laisser ça derrière. Mais selon moi, oui, c'est quelque chose que vous pouvez cultiver, que vous pouvez même rattraper en vol. Effectivement, si voilà, par exemple, moi, arrivé à 32 ans, j'avais jamais écouté mon intuition, je peux aujourd'hui le refaire. Il y a plein de choses aujourd'hui qui peuvent être des outils aussi pour nous aider. Je pense notamment à des oracles, s'il y a des gens qui sont ouverts à ça. Rien que par les cartes, le fait que ce soit visuel, essayer de se connecter à soi, voir un peu ce que ça vient dire. T'as aussi tout ce qui est méditation, tout ce qui est auto-hypnose, etc. Ça peut aussi aider. Et surtout, en fait, finalement, la respiration profonde. Rien que des fois, fermer les yeux, se concentrer sur ce que je ressens à l'intérieur quand j'ai un dilemme, projeter, en fait, dans ma conscience ce dilemme et voir quelle réponse apparaît. Rien que ça, c'est quelque chose que tout le monde peut faire aujourd'hui. Et si c'est répété, quand on n'en a pas l'habitude, au bout d'un moment, ça peut devenir un réflexe. De commencer à prendre le temps de s'écouter avant chaque prise de décision. Ça, déjà, ça peut permettre de renouer avec son intuition et de l'avoir systématiquement. Il y a des personnes pour qui l'intuition, elle vient naturellement. Tu vois, un peu comme toi, tu disais, c'est là naturellement. Donc, c'est pas forcément que toi, c'était déjà là. C'est juste que toi, tu as choisi de l'écouter, tu vois. Mm. Donc, finalement, tu t'es écouté, t'as suivi ce chemin, tu as décidé de t'écouter. En plus, tu t'es pas trompé. Donc, tant mieux. Ça a aussi renforcé ce lien, tu sais, avec ton intuition. Complètement. C'est très étrange à dire comme ça, mais presque une réconciliation Mm. avec la personne que j'ai jamais osé être. Tu vois ce que je veux dire? Oui, tout à C'est fait. vraiment, c'est des sentiments qui sont hyper étranges et c'est vrai que dans cette fameuse connaissance de soi, euh, et ça tombe très bien que tu en aies parlé, et moi je vous ai un peu raconté le parcours par lequel je suis passée justement pour réaffirmer mes choix et ma personnalité. J'ai mis le doigt, ou du moins, mon corps m'a obligée à m'arrêter à cause justement de cet état Mm. anxieux, de crise d'angoisse, c'est même plus du stress, c'était vraiment des crises d'angoisse, une forme de pression où en fait tout ce que tu fais, en fait, c'est un peu comme si la vie t'obligeait à t'arrêter. C'est-à-dire que moi, je prenais plus le métro, j'arrivais presque plus à sortir de chez moi, j'avais peur de tout le monde. Mm. Et tu vois, comme si mon corps, en fait, me disait, mais là, t'es pas où tu dois être. Et ben, forcément, humainement parlant, moi, j'avais 20 ans, j'ai forcé, ben non, j'habite ici. Il va falloir que je redevienne une fille normale qui sort, qui n'a pas peur. Et moi, j'ai vraiment mis le doigt sur, OK, là, il y a un gros problème de stress. Est-ce que le stress ici, moi, ça a été mon ennemi, mais maintenant que je le travaille et maintenant que, bon, il y a toute une thérapie derrière depuis longtemps, je me demande si c'est que un ennemi. Tu vois ce que je veux dire? Oui, je vois tout à fait ce que tu veux dire. Et moi, mon point de vue, c'est que le stress n'est pas un ennemi. En revanche, c'est un symptôme. C'est-à-dire que il n'est pas là pour être contre toi, il n'est pas là pour être contre vous, pour vous embêter, vous mettre à l'arrêt, etc. Il est là pour vous alerter sur une situation qui finalement dans votre vie ne vous convient pas. La plupart des gens, et moi, quand je te dis ça, je te dis moi la première, hein, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, j'ai ce recul de par mon métier, etc. et ma thérapie. Mais je peux te dire qu'il y a des années, dès que j'avais stress, anxiété ou même des douleurs, etc., j'étais la première à pester, à me dire, mais ça m'embête, quoi. Pourquoi ça m'arrive? C'est énervant. Et en fait, c'est de prendre du recul et de se dire, tout ce qui nous arrive, c'est pour une bonne raison. Et moi, je suis à fond là-dedans. C'est ce côté où il y a toujours un apprentissage psycho-émotionnel derrière. C'est vraiment regarder aujourd'hui, est-ce que pour que je ressente ce stress, cette anxiété, est-ce que je suis à ma place? Est-ce que je suis alignée? Ou est-ce que effectivement, j'essaie de me convaincre? Et ça, c'est la grande différence. J'essaie de me convaincre jour après jour que cette vie est faite pour moi, que cette relation est faite pour moi, que ce travail est fait pour moi. Et c'est là, généralement, qu'on peut développer aussi des états anxieux. Alors, des Mm. fois, il y a de l'anxiété, etc., qui est plutôt du transgénérationnel, c'est-à-dire qu'on porte émotionnellement aussi le poids de nos aînés, etc. Donc ça, c'est autre chose que tu peux travailler avec aussi d'autres professionnels. Mais généralement, le stress est assez symptomatique de quelque chose qui aujourd'hui dysfonctionne. Donc c'est Mm. pour ça que c'est hyper intéressant d'aller oser mettre le doigt dessus, même si ça fait peur, même si c'est inconfortable, et je le comprends tout à fait, aller voir qu'est-ce qui dérange finalement. Et effectivement, être prêt à se prendre, comme tu disais, cette réalité qui fait mal en pleine face. Et pour autant,
cette période de difficulté, elle est hyper charnière puisque c'est ce qui fait que tu vois, toi aujourd'hui, tu t'éclates dans ce que tu fais. Que moi aujourd'hui, comme tu le disais très justement, je suis cette version que je n'avais jamais osé être et qui finalement m'épanouit pleinement et que toutes les personnes qui seront accompagnées vont vivre aussi en regardant en arrière plus tard et en se disant, mais en fait, heureusement que j'ai vécu ce stress, cette anxiété, cette période difficile, parce que ça fait de moi aujourd'hui cette personne incroyable que je pensais pas pouvoir être, quoi. Complètement. Et limite, tu vois, tu arrives à la fin du chemin vis-à-vis de cette connaissance. Alors, je dirais pas connaissance de soi, mais de cet épisode un petit peu plus anxieux, stressant, etc. Bon, Mhm. l'état anxieux, moi, je me suis fait à l'idée, on n'en guérit jamais trop réellement parce qu'il reste quand même certains trucs, mais tu apprends vraiment à vivre avec. Et moi, il est là, pas quotidiennement, contrairement à avant, mais dans certains types de situations, je sais que je vais peut-être être un petit peu plus anxieuse, mais maintenant, j'ai les armes pour. Hmm. Euh, et le fait de se dire, OK, en fait, je suis passée par tout ça, mais j'en suis presque contente. C'est hyper étrange. Si la Marine, d'il y a 5 ans, m'entendait dire ça, je suis presque contente parce qu'au final, je sais qu'aujourd'hui, j'arrive à une version de ma personnalité et une version de moi-même qui s'affirme, mais surtout que je connais. Tu vois ce que je veux dire? J'avais Ouais. l'impression qu'avant, il y avait beaucoup de choses qui bloquaient, le regard des autres, une place qui n'était pas mienne, des casseroles aussi, et des bagages familiaux et humains, des traumas qui allaient avec. Et au final, ben, tout ça, tu te le prends en pleine gueule et tu te dis, OK, bon, ben, on se calme et on va réfléchir et on va se poser. Est-ce que au-delà de ces éléments-là, il y a d'autres choses qui peuvent nous bloquer comme ça? Est-ce qu'il y a des phases bloquantes dans nos vies? Tu vois, par exemple, en entrepreneuriat, je sais que beaucoup d'entre vous, quand elles se lancent sur Instagram, elles vont regarder ce que les autres font à droite à gauche Mhm. et vous allez vous influencer, c'est ok, c'est normal, sauf que vous allez ou prendre les mêmes couleurs, ou prendre le même type de communication, ou Mhm. prendre la même Mhm. typographie. Et au final des comptes, tout ce que vous aurez créé est basé sur ce que l'autre a fait. Tu vois ce que je veux dire? Et Oui. c'est hyper compliqué, du coup, je trouve, d'être constamment face à des stimulants bloquants, parce que là, pour le coup, pour moi, c'est vraiment bloquant, et de quand même vouloir prendre sa place. Tu vois ce que je veux dire? Oui, je vois tout à fait. Effectivement, là, j'ai deux choses en tête qui peuvent te bloquer. Il y a déjà, effectivement, comme tu viens justement de l'évoquer, cet élément de comparaison. Se Mm. comparer. Notamment dans l'entrepreneuriat, effectivement, c'est normal. Quand tu te lances, tu fais un peu une étude de marché autour de toi. Tu regardes qui est déjà en place, notamment dans ta ville et ta région, comment les gens font, etc. Mais attention. Attention à cette comparaison, effectivement. Attention à ne pas, du coup, rentrer dans une espèce de je dois il faut et c'est comme ça. Tu vois, c'est-à-dire que je dois gagner de l'argent, il faut que j'ai des clients, donc c'est comme ça parce que cette personne, si j'arrive sur son compte, elle a l'air de marcher en tout cas. Déjà, j'alerte sur elle a l'air de marcher. N'oubliez pas qu'Instagram, c'est une vitrine. C'est quelque chose dont il faut se rappeler parce que moi, la première pendant longtemps, que ce soit dans le perso ou dans le pro, je me suis beaucoup comparée. Avant même de me lancer d'ailleurs, hein, je regardais des businesswomen sur Instagram et je me disais, mais waouh, mais enfin, j'arriverai jamais à ça, quoi, etc. Donc attention, Instagram n'est qu'une vitrine, vous ne savez pas par quoi la personne est passée derrière, vous ne savez pas si quelqu'un d'autre gère ça pour elle ou pas, vous ne savez pas si elle y met sa patte ou si c'est quelque chose qui lui a été imposé, vous ne savez pas tout ça. Et aussi ne pas oublier que vous êtes unique. Ça, c'est effectivement hyper important. C'est-à-dire que quand vous vous lancez, ce qui fera que ça marche, c'est parce que vous êtes vous. Pas parce que Mm. vous êtes comme la voisine, pas parce que vous êtes comme la même psychologue ou la même coach de, voilà, en fonction de votre métier, ne vous comparez pas aux professionnels qui font la même chose parce que elles ne sont pas vous. Donc peut-être qu'elles marchent avec ce qu'elles sont, mais ça ne veut pas dire que vous n'allez pas marcher avec ce que vous êtes. Ça, c'est hyper important. Tu vois, moi, la première, quand je suis sortie de l'école de coaching, quand je me suis lancée, j'étais dans le très scolaire. C'est-à-dire qu'on m'avait appris des choses à l'école et je me suis dit, il faut que je fasse comme on m'a fait à l'école parce que sinon, je ne vais pas marcher. Tu vois, je crois que ça a duré une semaine où, en plus, j'ai eu de la chance à l'époque, grâce à mon entourage, j'ai été beaucoup partagée. Donc, j'ai eu plusieurs personnes sur la première semaine d'ouverture. Donc, j'étais très reconnaissante. Mais du coup, tu vois, j'ai adopté la même manière de faire sur ces personnes-là. Et en fait, au bout de la semaine, je me suis dit, non, mais ça ne me convient pas du tout. J'ai besoin de créer ma patte, j'ai besoin de créer ma manière de fonctionner, etc. Donc, je l'ai fait et dans la thérapie, mais surtout sur les réseaux sociaux. J'ai commencé à effectivement chercher une couleur qui me représentait, etc. Et je l'ai fait du coup pour moi, pour que ça me ressemble. Et tu vois, en plus, ma DA a été un peu changée au fur et à mesure parce que forcément j'ai pris de l'assurance et du plaisir et donc j'ai voulu avoir une DA plus affirmée. Donc attention à la comparaison parce que des fois on se perd en route quand on se compare. Donc moi je me dis toujours aujourd'hui et je le dis d'ailleurs dans mes coachings aussi, si vous vous comparez,
c'est uniquement pour vous motiver. Sinon, je veux pas de comparaison. C'est-à-dire que si je me compare à cette femme qui a l'air de réussir, déjà, je n'oublie pas le elle a l'air de réussir et je me dis, bah, ok, let's go. C'est parce que ça me motive à effectivement essayer d'atteindre un goal supplémentaire, un palier supplémentaire, tu vois. Pas pour me rabaisser, pas pour me démotiver. Sinon, je regarde pas, je me compare pas. C'est une Ouais, inspiration que tu vas aller chercher, et tu vas puiser l'énergie positive qu'il y a c'est autour de ça. ça et presque te projeter dans une réalité que toi, tu aimerais vivre, mais pas te dire, elle a réussi, moi, j'y arriverai jamais. C'est ça, exactement. D'autant plus que copier, plagier, déjà, c'est reconnu. Et en plus, les gens s'en rendent compte. Les gens Mm. s'en rendent compte. Il y a, moi, tu vois, autour de moi, c'est arrivé plusieurs fois, que ce soit me concernant ou concernant d'autres gens. Et à chaque fois, ça ressort. C'est-à-dire que les gens viennent en parler ou alors les gens s'en rendent compte, etc. Et finalement, ça ne sert à rien. Alors qu'il y a de la place pour tout le monde. Donc, soyez vous-même parce que c'est hyper important. Et plus vous allez être aligné avec vous-même, plus vous allez fonctionner. Ça, c'est hyper important. Peut-être que ça prendra plus de temps, mais au moins, toutes les personnes que vous allez attirer vous ressembleront et seront en accord avec votre profession et comment vous voulez l'exercer. Et c'est ça le plus important. La deuxième chose, c'est que tu parlais tout à l'heure de situations bloquantes, etc. Et en fait, il y a surtout ce qu'on appelle les croyances limitantes. Mm. Ça, c'est quelque chose qui met à l'arrêt beaucoup de personnes. Les croyances limitantes, alors c'est une croyance, c'est quelque chose que l'on croit être vrai sans l'avoir vérifié. Mm. Généralement, c'est quelque chose qui se base sur ton expérience, sur ton vécu, ou alors sur ce qu'on t'a raconté étant enfant aussi. Et des fois, il y a plein de gens qui n'osent pas à cause de ces croyances limitantes. Ou alors, par élément de comparaison. Donc, je me compare, un tel n'a pas réussi, donc du coup, croyance limitante que bah, si un tel n'a pas réussi, moi, je n'y arriverai pas. Tu vois? Donc, les deux peuvent se mélanger. Et il peut y avoir aussi les deux séparément, mais effectivement, les croyances limitantes, c'est un peu l'ennemi du cerveau, quoi. C'est vraiment quelque chose qui peut te mettre à l'arrêt parce qu'à partir du moment où ça incite de sortir de ta zone de confort, ton cerveau, lui, pour te laisser en état stable, va t'envoyer cette croyance limitante qu'il t'arrive forcément du négatif si tu oses, tout ce que Mm. tu vas perdre, tout ce que ça va induire si tu ne réussis pas, etc. Et donc, au lieu de penser à gain, le cerveau se met à penser à perte et donc, hop, on est bloqué. Donc, pour contrer ça, c'est finalement déjà aller vérifier cette croyance. Est-ce que Mm. c'est vrai déjà? Est-ce que c'est vérifiable? C'est-à-dire, par exemple, tu vois, la croyance limitante que j'avais, moi, avant de lancer mon cabinet, c'était bah, personne viendra me voir. Pourquoi ce serait moi qu'on viendrait voir, tu vois? Et finalement, en discutant avec ma psychologue un jour, elle me dit, mais Andrea, déjà, est-ce que vous avez ouvert votre cabinet déjà? Je dis non. Elle me dit, ok, est-ce que vous avez communiqué déjà? Je dis non. Elle me dit donc, on va commencer par ça. On ne va pas s'inquiéter de quelque chose qui n'existe pas encore. Et cette conversation m'a marquée. Je me suis dit, c'est vrai. Mm. Donc, vous allez tous forcément à un moment donné avoir des croyances limitantes parce qu'elles sont basées aussi sur les peurs. La peur de ne pas réussir, la peur d'échouer, en fait, finalement, la peur d'être hyper sévère avec soi derrière. C'est un peu ça, en fait. Même, tu sais, j'ai même envie d'aller plus loin. La peur du regard de l'autre face à ton entreprise, face à ta motivation, tes actions, etc. Elle n'existe pas vraiment, finalement, c'est ton propre jugement derrière. Parce Mm. que le regard de l'autre, même si on te critique, si toi, t'es OK avec ce que t'as fait, ça ne t'atteint pas. Par contre, si toi tu doutes, si toi t'es pas stable sur tes appuis, etc., effectivement, ça va t'atteindre. Donc finalement, la peur du regard de l'autre, on peut l'enlever. Et c'est la peur de ton propre regard sur ce que toi tu fais. Donc recentrez-vous, encore une fois, tu vois, ça rejoint à ce qu'on disait sur l'intuition, recentrez-vous sur vous-même. Qu'est-ce que vous voulez faire? Comment vous voulez le faire pour que ça vous ressemble et pour qu'ensuite, ça reste toujours une source de motivation. Pas pour que ça plaise aux autres, pour que vous, surtout dans l'entrepreneuriat, ça vous plaise à vous d'abord, puisque c'est quelque chose que vous allez faire tous les jours. Donc Mm. si vous le faites pour convenir à la société, pour convenir aux autres, forcément, à un moment donné, on va se retrouver bloqué. Complètement. Et tout ce que tu dis, ça me fait rappeler une phrase que on m'avait dite il y a quelques temps, parce que moi aussi, j'ai eu pendant très longtemps peur du jugement des gens, que je me suis dit, Mhm. mais elle est tombée sur la tête, elle est complètement folle. D'ailleurs, encore aujourd'hui, hein, il y a des gens qui ne savent pas que j'ai une entreprise, etc. Et ça me convient très bien comme ça. Mais c'est vrai qu'une fois, un de mes proches m'a dit, tu sais, Marine, s'il y a quelqu'un qui te fait une remarque ou s'il y a quelqu'un qui te fait une critique, ça en dit plus sur elle que sur toi. Et c'est vrai que là, je me suis dit, bah, tu sais quoi, à partir de maintenant, je Mhm. vais le voir comme ça. Et ça m'aide énormément parce qu'à chaque fois que quelqu'un va faire une critique qui n'est absolument pas du tout bienveillante ni constructive ou me faire un retour qui sert à rien ou quand je vais Mhm. me demander une opinion, enfin, qu'on me donne une opinion que j'ai pas demandé, à chaque fois, je hoche la tête, je fais ouais, ouais, pas de souci. Mais dans ma tête, je sais que c'est pas sur moi qu'on est en train de parler, mais c'est sur la personne d'en face. Ouais, Parce que comme ça, tu vois, je reste pas bloquée sur le ah ouais, elle a dit ça. Tu vois ce que je veux dire? tout à fait. Mais tu as tout à fait raison. Et c'est d'ailleurs des choses que je rappelle aussi en séance. C'est-à-dire que les gens qui critiquent, la plupart du temps, ça vient de leurs propres limites.
Mm. Tu vois, c'est indéniable. Et moi, j'aime bien aussi donner en séance. Des fois, je donne des exemples de ma propre vie pour montrer que ben, moi aussi, je suis passée par là et que je suis pas au-dessus d'eux, au contraire. Mais c'est Mm. parce que j'ai compris ce mécanisme-là que je peux aujourd'hui leur apporter. Et moi, la première, tu vois, il y a une période de ma vie où si je voyais des femmes en plus, parce que je me comparais automatiquement à des femmes, qui avaient l'air très confiantes, qui osaient peut-être, je sais pas, danser devant tout le monde, etc. Bah, tout de suite, moi, j'avais ce regard jugeant en mode, oh, bah, un peu ce qu'on peut dire, tu vois, bah, elle fait la star, c'est quoi ça, Mm. etc. Elle veut qu'on la regarde. Et en fait, pourquoi? Parce que moi, j'étais la première à me dire, mais jamais je n'oserais faire ça. Mm. Aujourd'hui, tu vois, j'ai changé, j'ai pris plus de confiance et finalement, si je vois une femme faire ça aujourd'hui, je serais là à l'applaudir en disant, mais let's go, Mm. déchire tout, t'as raison. Et je serais peut-être même là en train de la rejoindre avec des copines, tu vois ce que je veux dire? C'est vraiment quand quelqu'un vous critique, quand quelqu'un veut vous mettre, en tout cas en apparence, des bâtons dans les roues, ou quand quelqu'un vous donne son avis en mode, ah, moi j'aurais pas fait ça, ouais, je sais pas, bah, restez Mm. connecté à vous-même. Dites-vous là, c'est son histoire qui est en train de parler, c'est pas la mienne. Et en plus, tu disais, quelque chose de très important, des fois, il y a des avis que j'ai pas demandé. Le consentement, c'est hyper important, effectivement. Et ça, tu vois, moi, je continue d'apprendre avec ça aussi, ce côté où des fois, il y a des choses que les gens ne vous demandent pas. Mm. Et c'est bien d'attendre qu'il y ait une demande parfois avant de donner un avis ou de raconter quelque chose. Moi, j'ai encore pris, tu vois, de l'apprentissage sur ça dernièrement parce que c'est tellement naturel, en fait, de déverser parfois qu'on se rend pas compte de l'impact que ça peut avoir sur la personne en face. Donc, quand quelqu'un vous raconte quelque chose, un conseil que je donne aujourd'hui et que j'essaye d'appliquer maintenant, quand quelqu'un vous raconte quelque chose, demandez toujours, qu'est-ce que tu attends de moi, là, en me racontant ça? Est-ce que tu as juste finalement besoin de déverser parce que voilà, je suis ton amie ou ta conjointe ou quoi que ce soit, ou est-ce que tu as besoin de mon avis? Est-ce que tu veux mon avis? Parce que des fois, il y a des gens, ils veulent pas votre avis. Ils veulent juste vous déverser la chose parce que ça fait du bien juste d'en parler. Et il y a des fois, effectivement, il y a des gens qui ont besoin d'un avis plus poussé et qui savent qu'ils vont entendre une vérité et que voilà, ils veulent la chercher. Donc effectivement, c'est bien de poser la question et c'est aussi bien de poser la question parce que des fois, il y a des gens qui déchargent aussi sans votre consentement. Donc effectivement, ils déchargent et dans l'autre sens aussi, ça peut être des fois un peu trop. Donc c'est de dire, OK, attends, wow, là, qu'est-ce que tu attends de moi? Parce Mm. que finalement, je le dis pas comme ça, mais c'est envahissant. Donc c'est prendre du recul sur les deux côtés aussi. Et ça, c'est quelque chose qu'on travaillera toute notre vie. Tu vois, moi encore aujourd'hui, je le travaille dans mes relations personnelles parce que on se rend pas Mm. compte, des fois, le curseur, il peut très vite aller de l'un ou de l'autre côté et c'est quelque chose de très intéressant à reconnaître, quoi. Et surtout, je trouve que ça se limite pas à que ce qu'on est en train de vivre ou les chouettes vies qu'on va avoir. Et je Mhm. trouve que ça aussi, ça bride beaucoup notre personnalité et qui on est. Mais par exemple, je sais pas, un vernis, une tenue, des chaussures, une coiffure, un Mhm. maquillage. En fait, les gens ont l'habitude de donner leur opinion. Ah, j'aime bien ta tenue. Ah, j'aime pas ta tenue. Mhm. Et en fait, que tu l'aimes ou que tu l'aimes pas, je t'ai pas demandé ton avis, que ce soit positif ou négatif. Je l'ai mis pour moi, tu vois. Et il y a plein de petits détails comme ça au quotidien ou alors oui, bien sûr que dans la rue, si quelqu'un t'arrête et te dit «Ah, j'adore votre manteau», bien sûr que c'est hyper boostant et que ça fait hyper plaisir parce qu'on sait à quel point c'est rare. Mais quand c'est des Mhm. gens qu'on va plus ou moins côtoyer et tout, je trouve qu'il y a... En fait, il y a des opinions qu'on n'a pas besoin de donner parce que, bah, tout simplement, genre, ça nous appartient et si la personne ne veut pas l'entendre, bah, garde-la pour toi. Et c'est vrai que je trouve que ça peut aussi contribuer à certaines situations où on peut se sentir bloqué. On a évoqué pas mal d'exemples tout au long de cet épisode, que ce soit professionnellement, amoureusement, dans votre famille, avec vos relations amicales, quelle que soit la situation. Quand on se sent comme ça réellement bloqué et qu'il y a des signaux, que ce soit en physique, psychologique, mentaux, l'intuition ou non, et qu'on a envie de reprendre sa vie en main parce que derrière l'oreille, là, il y a un truc qui nous dit, Mhm. C'est pas normal. Comment est-ce que on fait quelles sont, selon toi, les meilleures étapes à se dire, OK, là, il y a quelque chose qui va pas et on va changer les choses. Première étape, effectivement, c'est analyser qu'est-ce qui ne va pas. C'est-à-dire là, OK, il y a une situation qui est compliquée. Pourquoi elle est compliquée? Est-ce que ça dépend de moi ou est-ce que ça dépend pas de moi déjà? Effectivement, parce que si ça ne dépend pas de vous, vous prenez pas la tête. C'est-à-dire que vous n'avez pas à vous stresser ou à essayer d'analyser des comportements, essayer de trouver des réponses que vous ne pouvez pas avoir puisqu'elles ne viendront pas de vous, par exemple. C'est vraiment, si ça ne dépend pas de moi, je me prends pas la tête. Par contre, je peux oser communiquer et poser les questions plutôt que de rester dans une phase de stress. Par contre, si je pose des questions et que les réponses sont assez fermées, bah, je lâche, par exemple aussi. Par contre, si c'est une situation qui dépend de moi, regardez, ok, là ça dépend de moi, ça me gêne, pourquoi ça me gêne? Quel est finalement le message positif de changement qu'il y a derrière cette gêne? Qu'est-ce que je dois mettre en action en fait pour arriver à me sentir mieux et en fait finalement échelonner. C'est-à-dire que quand vous avez une situation qui est compliquée, tout de suite forcément vous projetez la situation idéale.
Et ça, c'est quelque chose que je fais notamment beaucoup en coaching. Tu vois, je leur dis là, si vous avez une baguette magique et que vous avez un coup, et en un coup, vous avez cette situation idéale, ce serait quoi? Que ce soit professionnellement, que ce soit amoureusement, etc. Et généralement, la réponse, elle fuse dans la seconde. Je dis, OK, donc ça, en fait, c'est notre goal ultime. Maintenant, on va échelonner, en fait. C'est-à-dire, on va parfois même noter sur une feuille chez vous, ou alors là, en discuter en séance, on va échelonner les étapes pour arriver jusqu'à cet objectif. Pourquoi? Parce que si tout de suite, je projette une avancée trop grande, généralement, je n'y arrive pas tout de suite. Et en fait, ça crée de la frustration, de la dévalorisation et donc une mise à l'arrêt. Donc, pour sortir d'une situation qui est compliquée, une fois que vous savez quel est votre objectif idéal par rapport à ces situations compliquées, mettez en place des échelons. C'est comme si finalement, on avait besoin d'une échelle pour arriver à notre objectif et qu'en fait, les échelons, c'est vos barreaux de l'échelle que vous construisez au fur et à mesure. C'est vraiment se dire qu'est-ce que je peux mettre ici en place le plus rapidement possible pour aller vers mon objectif. Et un peu plus après, et un peu plus après. Et en fait, garder une visée de motivation et d'avancer, puisque j'ai des échelons à passer et en fait, je suis motivée pour passer ces échelons et je vais finir par arriver à mon objectif final. Mais déjà, votre arme ultime, et ça, vous l'aurez toute votre vie, et c'est hyper important de commencer à bien l'utiliser, c'est la communication. La communication, ça fait énormément de part du travail. Ça, c'est indéniable. L'art de bien communiquer, de savoir dire quand ça ne va pas, qu'est-ce que j'attends, qu'est-ce que je peux faire aussi, moi, pour changer une situation, etc. Mais oser dire aux gens, surtout quand c'est dans les relations, oser dire aux gens ce que vous ressentez et ce que vous avez besoin Mm. d'avoir. Ça ne veut pas dire que cette personne, vous lui imposez ça, mais vous lui exprimez, voilà, moi j'aurais besoin que tu sois comme ça, j'aurais besoin que mon poste soit comme ça, j'aurais besoin que cet ami-ci, que voilà. Osez le dire, vous n'avez pas à avoir honte de vos besoins et de vos ressentis. Après, voilà, la personne en face, elle prend ou elle prend pas, mais au moins, rien que le fait d'avoir communiqué, d'avoir dit les choses, vous, ça vous libère. Peu importe le problème. Ça commence généralement par la communication. Et une fois que la communication est passée, généralement, vous avez votre plan d'attaque qui se dessine tout seul. C'est soit je dois lâcher parce que du coup, bah ok, c'est qu'on n'est pas en phase, que ce soit professionnellement ou en termes relationnels. Soit finalement, on est sur le même diapason et en fait, on se met des objectifs communs et on avance vers cet objectif idéal, quoi. C'est comme quand on est entrepreneur avec un client, on va poser nos limites et on va poser un cadre. Je pense que le cadre, il est aussi important de le poser un peu partout dans sa vie pour Hmm. justement ne pas empiéter sur ses besoins, tu le disais très bien. Et j'aime beaucoup, moi, ces fameuses étapes Hmm. parce que je suis convaincue que le mouvement attire le mouvement et crée le mouvement. Et si on est à l'arrêt, ben, malheureusement, c'est un peu bloquant. Si les gens ont envie de faire ce travail avec toi, de dire, OK, moi, en fait, j'ai envie, mais j'ai toujours eu peur, j'ai toujours été bloquée, j'ai jamais osé, parce qu'il y a des gens aussi qui ont peur d'oser, c'est OK. Bien sûr. Comment est-ce qu'on peut travailler avec toi? Quel est ton fonctionnement? Aujourd'hui, tu as ton cabinet. Est-ce qu'on doit se rendre sur place? Est-ce que tu fais aussi sur Internet? Comment ça se passe? Ouais, alors très bonne question. Effectivement, mon cabinet est situé sur Angers, donc toutes les personnes d'Angers ou alors aux alentours peuvent venir tout à fait. Il y en a qui préfèrent me voir physiquement, donc certaines font le déplacement, des fois de Nantes aussi, donc je suis toujours très touchée. Donc effectivement, on peut venir physiquement au cabinet, mais je fais également aussi les téléconsultations, donc en visio. Ça me permet d'atteindre un plus grand nombre de personnes avec une géographie élargie. Notamment, tu vois, j'ai quelqu'un que je suis qui est à Londres, j'ai des personnes qui sont pas du tout dans ma région et c'est super. Et ça permet en fait aussi si les personnes adhèrent en fait à ma manière de travailler, ça leur permet d'y avoir accès même si je suis pas présente. Donc quand c'est comme ça, finalement, c'est moi qui leur envoie le lien de connexion pour nos rendez-vous et puis on s'adapte, il n'y a aucun problème. Il y a beaucoup de personnes qui sont assez réticentes de base à cette idée du visio, mais finalement, ça n'empêche pas que l'énergie passe entre nous. Tu vois, là, toi et moi, aujourd'hui, on le ressent très bien. On a des super échanges et puis ça permet quand même des fois de débloquer beaucoup de choses. J'ai beaucoup de belles avancées dans mes accompagnements en visio, donc c'est vraiment ne pas s'arrêter à l'outil de base. Si jamais mon travail vous intéresse et que vous n'êtes pas dans ma ville, ne vous arrêtez pas à cet outil du visio qui, si vous avez vraiment envie d'avancer, finalement ne sera même plus une contrainte sur l'instant, quoi. Et moi, je pars du principe qu'à partir du moment où on a décidé de changer, que ce soit sur le digital ou en présentiel, Hmm. l'évolution, en fait, elle vient de vous. Donc, vous Ouais, pouvez très bien vous rendre en cabinet si vous n'êtes pas prête, même si vous êtes face aux professionnels que vous avez face à vous. Les résultats ne seront pas là parce que c'est un choix qui est personnel et c'est un ouais, choix qui vous appartient. Encore une fois, hein, s'affirmer, votre personnalité. Euh, il faut jamais changer pour les autres, il faut juste s'entendre et se comprendre. c'est Euh, ça. et je trouve que en fait, le fait aussi d'ouvrir cette porte du digital, ça ouvre encore plus les mentalités à dire, OK, ben en fait, là, j'ai le droit de vivre ce que j'ai envie de vivre.
J'ai le droit d'être la Mm. personne que j'ai envie d'être. Et ça peut paraître très bateau dit comme ça et phrase d'Instagram littéralement. Mais je peux vous assurer que pour être passé par toutes ces étapes qu'on a évoquées tout au long de cet épisode, il n'y a pas meilleure sensation que de se réencontrer. Et je suis totalement d'accord avec toi. Et c'est une expérience qui est unique. Et je le répète tous les jours pour l'avoir vécu. En plus, je peux vraiment l'incarner. Toi, tu l'as vécu. Donc, c'est super qu'on soit deux personnes l'ayant vécu. En plus, c'est incroyable. Et vous allez vraiment vous rendre compte que tout ce que vous pensez ne pas être accessible aujourd'hui, si vous vous donnez les moyens, c'est hyper accessible. Et vous pouvez être cette personne, en fait, que vous regardez sur Instagram ou ailleurs et qui vous inspire, littéralement. Et là où je te rejoins, c'est vraiment sur l'idée de s'écouter. Écoutez-vous dans le choix de vos thérapeutes lorsque vous avez envie de démarrer cet accompagnement. C'est hyper important. Mon travail ne peut pas convenir à tout le monde et le travail de certains de mes confrères et consoeurs, pareil. Écoutez-vous pour le coup. Ça rejoint le sujet du début de cette vidéo, c'est reconnectez-vous à votre intuition en fait. Laissez-vous l'opportunité de vous écouter. Est-ce que ça vous parle? Est-ce que ça ne vous parle pas? Et surtout, prenez votre temps parce que c'est pas une démarche facile, c'est une démarche qui bouscule, qui certes, comme tu disais, nous permet de se re-rencontrer à nouveau et c'est incroyable, mais ça bouscule et il faut effectivement être prêt aussi à ça. Mais en tout cas, une fois que vous avez passé ce step de allez, j'enclenche le premier pas, déjà rien que la prise de rendez-vous et le premier rendez-vous. Franchement, le nombre de déclics que je vois rien que sur les premiers rendez-vous, c'est impressionnant. Parce qu'il y a toutes les appréhensions qui tombent et on n'est plus que dans la motivation en fait d'avancer ensemble et ça, c'est génial. C'est vraiment Et très beau à voir en plus. Mais au-delà de ça, en fait, on est face à quelqu'un qui nous comprend. Ou du moins, tu vois, Mm, moi, c'est marrant parce que, et je finirai là-dessus, ma première consultation, elle a duré bien 3 heures pour se connaître, pour faire le point sur tout ce qui s'était passé. Et j'en avais jamais trop parlé. Et en fait, il y a eu des choses plus ou moins dures dans ma vie qui se sont produites et j'ai pas lâché une larme. En mm, fait, j'étais tellement dans le rationnel que, bah ok, mm, en fait, c'est juste ça, c'est factuel, ça s'est passé. Et à un moment donné, je dis une phrase et je fonds en larmes. Et la mm, phrase, c'est je suis pas sûre d'être normale. Et en fait, cette normalité, elle devient normale en fait dans le cabinet. C'est-à-dire que tu parles vraiment avec une personne qui sait et qui te comprend. Et quand bien même elle n'a pas vécu les mêmes choses que toi, bah, elle a toutes les armes. Et du coup, après, bon, aujourd'hui, je suis encore en thérapie, bien entendu, le chemin a été Oui, long. oui, moi aussi d'ailleurs, Et, moi et aussi. on travaille sur des trucs qui sont différents tous les mois, mais en fait, à la fin, à chaque fois que je partais, j'étais là, ok, je vous ai laissé mes bagages, Mm, maintenant je pars. Et c'est tu vois, ça. la reconstruction, petit à petit, elle prend du temps. Et si vous avez envie, vous, de faire ce chemin-là, qui, comme tu le disais très bien, parfois, c'est pas facile. Parfois, il y a des moments charnières. Il y a des périodes comme ça charnières où on va sentir que ça travaille très fort et que ça demande plus d'efforts à certains moments que d'autres. Mais c'est hyper gratifiant et si vous avez envie de faire ce chemin-là, je vous mets de toute façon tous les liens en dessous des notes de cet épisode de podcast si vous voulez prendre rendez-vous avec Andrea, que vous soyez proche de chez elle ou même à l'étranger ou un peu plus loin, n'hésitez pas, je vous mettrai tous les liens pour prendre rendez-vous. Vraiment un énorme merci Andrea pour ce partage qui a été hyper vrai, comme tu le disais très bien. Même à distance et même au niveau digital, une énergie se ressent comme ça. Donc vraiment, Mm, mm, merci euh, d'avoir rendu ça plus normal que ce que les gens pourraient penser. mm. Euh, et moi, je te dis à très bientôt. Merci à toi, j'ai adoré ce moment. C'était effectivement très vrai, très naturel, je trouve. C'est vraiment, j'ai la sensation, tu sais, que ça fait très longtemps que je te connais, donc c'est très naturel, j'aime beaucoup. Et merci de m'avoir donné l'opportunité de parler un peu de moi. C'est toujours gratifiant, ça fait toujours plaisir. Donc merci pour cette opportunité. Et effectivement, je reste disponible pour toutes les questions ou toutes les éventuelles prises de rendez-vous avec grand plaisir. J'ai hâte de pouvoir effectivement faire comprendre au plus de personnes possible que c'est normal de consulter, que vous n'êtes pas fous, vous n'êtes pas divergents, vous êtes normaux. On en a tous besoin, la preuve en est. Moi, je suis psychologue et coach et pour autant, je suis toujours suivie. Ça fait du bien. Ça permet de libérer, de ne pas garder dans votre cœur tout ce que vous avez à porter en fait au quotidien. Donc, prenez soin de vous, c'est super important. Et on va finir sur cette phrase que j'adore.